Notre décryptage d'aujourd'hui nous plonge au cœur de l'une des batailles les plus intenses du sud de la France en ce moment. On parle ici du projet de ligne à très haute tension, la fameuse THT, entre Fos et Jonquière. Et honnêtement, c'est un cas d'école absolument fascinant. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on se retrouve face à un face-à-face monumental entre deux visions de notre avenir. D'un côté, on a l'urgence vitale de développer et de décarboner un pôle industriel majeur, et de l'autre, la volonté farouche de préserver un équilibre territorial basé sur des écosystèmes locaux qui sont extrêmement fragiles. Alors plongeons tout de suite dans les rouages de ce bras de fer inédit. Pour y voir plus clair, voici comment on va procéder. D'abord, le défi de la décarbonation. Ensuite, le plan d'électrification d'RTE. On abordera après la révolte territoriale, puis le grand débat sur l'enfouissement des lignes, avant de conclure sur cette confrontation inévitable. Commençons donc par la première partie, le défi de la décarbonation et la réindustrialisation du Sud-Est. Il faut bien comprendre le contexte. Partout en France, on parle de réindustrialisation verte, c'est vraiment la priorité absolue. Et pour le pôle industriel de Fos-sur-Mer, le défi macroéconomique est tout simplement colossal. Ils doivent impérativement sortir des énergies fossiles. Concrètement, cette ambition se résume à un chiffre qui donne un peu le vertige, plus 6 gigawatts. Oui, d'ici 2030, la zone va avoir besoin de ce volume d'électricité supplémentaire. Pour mettre les choses en perspective, c'est littéralement le double de leur consommation actuelle. C'est un bond en avant titanesque, mais qui est jugé indispensable pour sauver la compétitivité et les milliers d'emplois de la région. Mais voilà, il y a un hic, et un gros. On se heurte à un véritable mur capacitaire. L'infrastructure électrique à très haute tension qui alimente le Sud-Est, elle date des années 1970. Imaginez un peu la scène. On demande à un réseau vieux d'un demi-siècle qui fait venir 60% de son électricité depuis la vallée du Rhône plus au nord, de porter sur ses épaules les immenses ambitions vertes des années 2030. C'est comme essayer de faire passer l'eau d'une lance à incendie dans une paille. Ce réseau vieillissant n'est juste pas du tout dimensionné pour une telle montée en puissance. Il faut donc le renforcer, c'est incontournable. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le plan d'électrification de RTE, un investissement massif d'1 milliard d'euros. Pour étancher cette soif monumentale d'énergie, l'État et RTE, qui est le gestionnaire du réseau, ont sorti l'artillerie lourde. Un plan d'aménagement qui frôle le milliard d'euros pour le garder les Bouches-du-Rhône. Et ça se fait en 3 grandes étapes. Étape 1, on muscle les lignes 400 000 volts qui existent déjà. Étape 2, on prend une ligne de 225 000 volts et on double sa capacité pour la passer à 400 000. Et enfin l'étape 3, celle qui met littéralement le feu aux poudres, la création de toute pièce d'une nouvelle ligne électrique aérienne de 400 000 volts entre Fos-sur-Mer et Jonquière-Saint-Vincent. Évidemment, annoncer une nouvelle autoroute électrique, ça ne passe pas facilement. Alors RTE a mis sur la table une stratégie de compensation assez astucieuse. Le deal est simple, pour chaque nouveau pylône géant à très haute tension qu'on installe, on s'engage à démonter 3 anciens pylônes de tension inférieure. L'objectif affiché d'ici 2035 est quand même impressionnant. On parle de faire disparaître 540 vieux pylônes du paysage. L'idée, c'est de limiter l'impact visuel et d'essayer de concilier ce boom industriel avec le cadre de vie des habitants. Mais comme on va le voir dans notre troisième partie, la révolte territoriale ne s'est pas fait attendre. Les écosystèmes et les communautés se mobilisent. Malgré les promesses de RTE, quand l'État a annoncé que le projet allait être instruit pour une déclaration d'utilité publique d'ici mai 2026, ça a été un tollé. Un mouvement d'opposition massif s'est organisé à une vitesse folle, le collectif THT 1330. On part d'une coalition de 36 associations qui représentent la Camargue, la Crau, la Terre d'Argence. Ces territoires, leur ADN, c'est l'agriculture locale, c'est le tourisme vert, ce sont des paysages uniques. Pour eux, c'est très clair, l'urgence industrielle du pays ne doit surtout pas se faire en sacrifiant leur territoire sous une forêt de câbles géants. Et l'indignation sur place, elle est vraiment palpable. L'association Au fil du Rhône a même résumé la situation avec des mots très forts, qualifiant la méthode de l'État de véritable coup de poignard dans le dos. Ce qui a vraiment coincé, c'est la forme. L'annonce est tombée au beau milieu du célèbre festival de la Camargue. Du coup, localement, ça a été vécu comme un passage en force brutal, une décision unilatérale qui ignore complètement l'humain et la nature pour ne regarder que le tableau Excel de l'industrie lourde. D'ailleurs, cette fronde locale a rapidement dépassé les frontières de la région. Le MAP France, qui est un programme très sérieux de l'UNESCO dédié aux réserves de biosphère, a tiré la sonnette d'alarme. Ils ont envoyé un avertissement direct à la ministre de la Transition écologique en disant « Attention, ce projet aérien pourrait tout simplement faire perdre le précieux label UNESCO à cette réserve naturelle. » Donc là, le risque pour la biodiversité, il prend soudainement une ampleur internationale. Pour bétonner leur discours, les opposants s'appuient sur un concept scientifique de plus en plus écouté, One Health, ou une seule santé. En gros, ça dit quoi ? Ça dit que la santé de l'environnement et la santé humaine sont totalement imbriquées. On ne peut pas séparer les deux. Si on dégrade des sites naturels d'exception, on impacte directement l'équilibre et le bien-être des gens qui y vivent. C'est une façon très puissante de rappeler qu'aménager un territoire, c'est pas juste couler du béton et tirer des câbles, c'est toucher au vivant. On en arrive alors à notre 4e point, le cœur du problème technique, le grand débat de l'enfouissement. C'est là que ça frotte vraiment. Attention, le collectif ne dit pas « on ne veut pas d'électricité ».
C'est vraiment la méthode de transport qui coince. RTE et l'État, eux, veulent des lignes aériennes. C'est maîtrisé, techniquement plus simple et franchement moins cher. De l'autre côté, le collectif est intransigeant. Pour eux, l'unique solution, c'est d'enfouir la ligne sous terre. C'est le seul compromis qu'ils jugent acceptable pour protéger les paysages et l'économie locale, tout en permettant à l'industrie de se décarboner. Et le collectif n'arrive pas les mains vides, ils ont 3 arguments chocs. D'abord, ils s'appuient sur une expertise indépendante de la très respectée école centrale Supélec, qui affirmerait que la solution souterraine est tout à fait faisable, ce qui contredit directement la position de RTE. Ensuite, ils dénoncent l'absence totale d'une véritable évaluation environnementale globale sur le tracé. Et enfin, ils pointent du doigt une grosse opacité sur le budget. RTE annonce 900 millions d'euros, mais le collectif réclame de la transparence et un vrai comparatif détaillé des coûts. Le dialogue s'est encore plus dégradé à cause d'une petite subtilité de vocabulaire qui, en fait, veut tout dire. Le collectif demandait la nomination de médiateurs neutres pour trouver un compromis. Mais l'État a préféré nommer des tiers facilitateurs. Eh bien, cette petite nuance sémantique, elle n'est pas du tout passée. Pour les opposants, ça prouve noir sur blanc qu'on ne cherche pas à débattre des alternatives, mais juste à faciliter l'acceptation d'une décision qui, selon eux, a déjà été prise dans les bureaux à Paris. Ce qui nous mène droit à notre dernière partie, une confrontation qui semble désormais inévitable. On est face à un paradoxe qui est le grand défi de notre époque. L'industrie verte, dont on a absolument besoin pour le climat mondial, vient taper de plein fouet la nature verte, indispensable à la biodiversité locale. Et aujourd'hui, le dialogue de sources est transformé en affrontement. Le collectif THT 1330 utilise des mots très durs. Il parle de légitime défense. Face à ce qu'ils ressentent comme une violence institutionnelle, protéger leurs terres n'est plus une simple revendication écologique, c'est devenu une question de survie territoriale. Alors, à quoi faut-il s'attendre pour la suite? Le collectif a réuni des fonds et prépare une véritable guérilla juridique contre l'État et RTE. Sur le terrain, ça va s'agiter aussi, avec des actions militantes fortes, le tout soutenu par pas mal d'élus locaux. Et ils ne comptent pas s'arrêter là. Des campagnes médiatiques nationales, voire internationales, sont dans les tuyaux pour faire connaître leur combat et dénoncer ce projet. Tout ça nous laisse avec une question cruciale, une question qui dépasse largement le sud de la France. Comment est-ce qu'on réussit, en tant que société, à décarboner massivement notre industrie, à toute vitesse, sans pour autant sacrifier nos écosystèmes et sans écraser les communautés locales? Ce dossier Fosse-Jonquière, il est emblématique. Il prouve que la fameuse transition écologique, elle ne se fera pas sans douleur ni sans choix déchirants. Au final, on est en droit de se demander quel sera le véritable coût de notre énergie verte. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour creuser un nouveau sujet.